On ouvre maintenant la rencontre du comité central du Parti communiste du Plateau. Ici, en collaboration de camarade Pierre et du commissaire politique François Maltais. J'espère vraiment ne pas être fusillé pour cette participation. On verra. Ouais, c'est la bonne réponse, malheureusement. Écoute, Frank, je voulais peu sérieusement revenir sur la mort de Staline. Pas le fait, mais le film de Armando Iannucci, que j'espère avoir bien dit, qui est un film génial, drôle et hautement satirique, très satisfaisant, puis à peu près précis historiquement. Il y a eu un tollé de controverses dans plein de groupes de discussion sur l'Union soviétique, à quel point on exagérait bien des affaires. Mais il y a un événement dans le film, une scène en particulier, sur lequel moi je veux extrapoler avec toi. Oui. Puis c'est le coup de téléphone du camarade Nikita Khrouchtchev en pyjama à 3 heures de l'après-midi qui se fait demander par une petite voix bien gentille « Hey, t'es-tu libre pour aller dîner? » La petite voix bien gentille vient du bureau de Joseph Staline, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Et lui, il est en pyjama, il est en train de se remettre de la cuite d'hier, il a mal partout, puis il entend cette petite invitation candide, gentille et ingénue, et puis là, il fait « Oh non! » Sais-tu pourquoi il fait « Oh non! » C'est parce qu'il se fait inviter à dîner par Staline. Puis un dîner chez Staline, c'est pas un petit dîner avec les parents ou les beaux-parents dans lequel tu parles de sujets embarrassants, puis t'essayes de t'acheter un petit peu du temps, puis de revenir chez toi très tôt le soir. Non, non, c'est une question de survie. Staline, après la Deuxième Guerre mondiale, il est abattu, il est vieux, il est un peu déprimé. Je dis pas que ça va mal pour lui, au contraire, ça va bien. Il a gagné la guerre, puis il n'y a aucun rival, il les a tous exterminés. Oh oui. Puis il est idolâtré aussi, même à travers son pays. Grâce à un formidable culte de la personnalité aussi. Hein? Un grand vainqueur. L'Union soviétique est reconnue comme une superpuissance aussi. Je veux pas, on se le cachera pas, le contexte politique est favorable à Staline. Mais Staline est favorable à pas être dans le contexte politique. Staline passe de plus en plus de temps dans sa petite maison de campagne à Kuntsevo. J'espère avoir bien l'avoir. Kuntsevo, c'est ça, hein? Ouais, sa petite dacha. Ouais, une petite dacha fortifiée. Il faut dire que c'est une citadelle, hein? N'entre pas qui veut à Kuntsevo. Et puis, de plus en plus, il va passer de très longs moments en dehors de Moscou. En fait, il perd intérêt pour la politique intérieure. Il s'intéresse à peu près juste à la politique extérieure. Et puis, il est fatigué. Il est un petit peu déprimé. Il a des problèmes de santé. Il y a son docteur qui dit « Hey, tu devrais boire moins. » Fait qu'est-ce que Staline fait? Il le fait fusiller, parce que, évidemment, aussi peut-être parce qu'il soupçonne d'être impliqué dans un complot. Mais bref. Le complot des chemises blanches. Ouais, ça arrive dans les années 50. Hein? Exactement. Fait que Staline, il est de moins en moins à Moscou, on le voit moins, on le voyait déjà peu avant à cause de sa paranoïa, mais là, il est dans sa petite dacha. Puis lui, qu'est-ce qu'il aime faire par-dessus tout? Inviter ses chums du Politburo, le principal organe de décision, et puis organiser des méchantes soirées débiles, géopolitiquement compliquées, très houblonnées, riches en vin, en brandy et en vodka. C'est des bacchanales. C'est absolument gargantuesque. Pour te donner une idée, ça commence avec les gens du Politburo. Hein? Puis ça inclut Nikita Khrouchtchev, qui est, je pense, le chef du parti à Moscou, puis Molotov, qui est le grand ministre des Affaires étrangères, personnage très important. Oui. Et puis, il y a aussi Lavrenti Beria, qui est un salaud, mais un salaud. Je dirais bien même le deuxième plus grand monstre après Staline. Cet homme est en charge du NKVD, de tous les projets qui ont lieu avec la recherche d'une bombe nucléaire soviétique et finalement de la moitié de l'économie. Et puis, il y en a d'autres aussi. Il y a Malenkov. Et puis de temps en temps, il y a des cinéastes, des acteurs. Hein, il y a des... Voroshilov, un de ses amis de longue date, il va être là aussi. Bref, comme on le voit, c'est un cercle restreint, mais il y a quand même un léger va-et-vient.
Il y a un léger va-et-vient. Il y a de la diversité au menu, on s'entend, Mhm. ne serait-ce que dans les invités. Et puis, ça commence toujours gentiment. Un petit coup de téléphone, êtes-vous libre? Voulez-vous aller à un dîner chez Staline? Évidemment, tu peux pas dire non. Donc, tu dis oui. Et puis là, il y a une escorte armée jusqu'aux dents qui vient te chercher. Là, tu t'en vas à la datcha, tu commences à manger, ça va bien. On prend un peu de vin blanc, souvent du vin de Caucase, Mhm. du Khvalchara, je pense. Ça vient de Géorgie. Ouais, ben oui, parce que Staline est un Géorgien. Exactement. Et en tant que Géorgien, il se fait un malin plaisir de jouer au rôle d'hôte impeccable. Donc, il y a deux choses. On, on recouvre toute la table du plus grand buffet à volonté possible, Oui. et puis on fait des toasts. Mhm. Puis ça, les toasts, Staline va l'élever à l'art de la répression. Mhm. Il prend une tradition d'hospitalité géorgienne millénaire et il en fait une façon d'éliminer tout potentiel rival au politburo. Donc, le souper commence bien avec quelques petits verres, c'est gentil. À la limite, c'est même permis de boire de l'eau s'il le faut. On sait que Staline, des fois, il coupe son vin avec de l'eau, des fois, il fait semblant de boire de la vodka, mais on sait que c'est de l'eau à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, ça se corse. Parce que dès que le souper est fini, là, il y a Beria qui, lui, veut saouler les autres pour qu'il s'embarrasse devant Staline. Et Staline, il aime ça. Donc, c'est la surenchère des toasts. Même qu'on commence à faire des jeux autour de ça. Mhm. C'est pas les étudiants de fraternité en sciences humaines de Sherbrooke qui ont Ah, inventé le beer pong. Là. non, Ça, non. ça a commencé bien avant. Non. Puis même un des souffles-douleurs des soirées, c'était Khrouchtchev. Ah oui? Ah ouais. Souvent, Staline, il aimait faire des blagues, puis Khrouchtchev, il était un peu le bouc émissaire, mais un peu le, comment dire, un peu le clown. Il l'acceptait, ce rôle-là, puis il C'était le faisait. dindon de la farce, là, Ah Khrouchtchev. ouais, puis Nikita lui-même, tu sais, je vais donner un exemple. Mhm. Staline savait que Nikita était ukrainien, puis il donnait des petites tapes sur son ventre en disant t'es mon flanc mou Ah non! dans mon pays. Quelle insulte! C'est ça, puis justement, ça donne une idée. Ben, Staline, en fait, il allait beaucoup plus loin. Ben, premièrement, il forçait tout le monde à boire, puis il trouvait souvent des raisons à Khrouchtchev en particulier pour boire. Il lui lançait des tomates parce qu'il avait tendance à arriver avec des vêtements blancs. Mais il y a une chose encore pire que je pense que Staline faisait faire à Khrouchtchev, c'était lui le forcer à danser la gopak, qui est la danse traditionnelle ukrainienne, Ouais. qui, pour ceux qui connaissent pas ça, puis je pense que c'est pas mal tout le monde, je connais pas personne, moi, qui connaît ça. C'est une danse qui implique de se pencher vraiment bas, là, Oh ouais. puis de se jouer des hanches pas mal. Fait que ça exige beaucoup disons, de coordination musculaire dans les genoux. Puis, ben, Khrouchtchev, il a 60 ans. Ouais. C'est une danse athlétique. Khrouchtchev, il a 60 ans. C'est ça. Puis en état d'ébriété, on s'entend. Ben oui. Fait que là, il se fait lancer des tomates. Ah oui! Ah, j'ai oublié de dire une chose importante. Khrouchtchev, un des grands plaisirs de Staline, c'est de cogner sa pipe sur son crâne chauve pour le vider de ses cendres, pour la vider de ses cendres. Puis Khrouchtchev, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas dire « Hey, ça va pas ». Hey, le malade, il peut pas dire ça à Staline, c'est le chef. Il y a des gens qui se sont fait exterminer, fusillés ou envoyés au goulag pour moins que ça. En fait, il y a Malenkov qui est là aux soirées, dont la femme est emprisonnée. Puis là, il y a Beria. Lui, là, il est toujours en train de chercher la faveur de Staline. C'est comme un requin. Il regarde partout autour de lui à la recherche d'une façon de faire rabaisser les autres autour de lui. Je dirais même un rat. Mais plate à dire, il est opportuniste en maudit. Ok, puis- pire qu'un requin, dans le fond. Je savais pas qu'il y avait une hiérarchie. Ah, C'est ouais, quelque chose de pire qu'un rat. je sais Il y pas, a requin, rat. requin, je sais pas, il y a un terme, c'est ça. Mais je sais pas. Beria, il est pas aimé de personne, puis tout le monde le craint parce qu'il a trop de pouvoir avec lui. Ouais. Puis il aime pas plus Staline. Mais Puis Staline le déteste aussi. Hein. À un moment donné, c'est ça, il sait que Beria va toujours l'exécuter ses tâches, ses fonctions, peu importe. Parce que c'est lui le boss. De toute façon, tout le monde le surnomme Staline le patron. Tu sais. ouais. Mais Beria, il est servile, mais c'est un peu. Comment dire, j'essaie d'imaginer une allusion un peu, si le monde a vu le Seigneur des Anneaux, là. C'est. Comment il s'appelle le personnage qui poignarde Saruman? Vous avez une idée?
Je pense pourtant être un fan Langue de Seigneur des fourchue, Anneaux, hein? mais je me souviens pas de son nom. Ah ouais, Grim Ouais, langue ouais, ouais. fourchue, là, tu sais, là. Ouais, Vous ouais, voyez, ouais. ce genre de personnage-là, c'est Si ça? seulement on avait un recherchiste qui était capable de checker ça sur Ah, je Google vous autour de garantis. nous. Malheureusement, non. Grima, langue Il de y a serpent. deux personnes qui nous C'est regardent ça. autour de nous puis qui nous Non, disent non, non, non. je- C'est Grima, langue de serpent. C'est Grima. Oui, tu l'as Voilà. eu. Beau Bref, travail. c'est lui qui poignarde Saruman. Ben, imaginez la même genre de relation Ouais. qu'a Beria et peut-être Staline. Ouais. Mais tu sais, Beria, c'est vraiment un salaud. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un enfant chien. Vraiment, là, c'est peut-être après Staline une des personnes les plus dangereuses de l'Union soviétique. Ah, D'ailleurs, d'aplomb. il fait ce que Staline fait à une échelle plus réduite parce que il est à la tête du NKVD. À la limite, c'est lui qui décide des arrestations. Oui. Staline peut lui donner des directives, mais toutes les arrestations arbitraires, les déportations, les fusillages, ou plutôt les exécutions de gens plus ou moins liés à des personnes qui auraient pu être impliquées dans un complot, c'est Beria qui est à la tête de tout ça, il contrôle tout ça. Et bon, là, je nous ramène dans nos fameuses bacchanales soviétiques, dans la petite datcha de Ouais, ouais. Staline. Ah ben. Beria, lui, là, il applique toute sa répression interne à la fête qu'organise Staline plusieurs fois par semaine. Ce qu'il fait, c'est quand il voit que Khrouchtchev et les autres essaient de trouver un truc pour éviter de boire, comme aller dans la toilette, puis se Mhm. coucher, puis passer juste 30 minutes à attendre, ou comme quand ils essayent de couper leur vodka avec de l'eau, Beria, il va les voir, puis il les dénonce à Staline. Tu peux-tu t'imaginer ça, toi? Je veux dire, c'est pas comme si on est dans un party au secondaire ou au cégep, puis qu'il y a un de nos chums qui nous dit « Hey, tu bois même pas pour de vrai, tu fais semblant. » Non, non, c'est le chef de la police secrète qui va dire au plus grand dictateur génocidaire qui existe que tu es en train de tricher au jeu de boire. Ben, regarde, on peut faire une joke, là. C'est un chef de la police qui, en fait, c'est une snitch ou un rat. Fait que tu le vois dans les jargons des criminels. Ben, bref, il porte bien son C'est pour ça que tu titre. as utilisé cet animal. Mais il va falloir Ouais. que tu me dises à un moment donné c'est quoi la hiérarchie. On a établi qu'il y avait les requins, puis au-dessus, il y avait les rats. Moi, je veux savoir, il est où le raton laveur dans ta hiérarchie? On verra à suivre. C'est bon, on va prochainement. faire un autre podcast là-dessus. Fait que c'est ça. Là, il y a des jeux à boire, puis il y en a vraiment beaucoup. Oui. Il y a un chef de parti de la Yougoslavie, dont le nom m'échappe pour l'instant, qui lui, en visite... Joseph Tito. Non, c'était pas lui. C'était... C'est comme... Je suis capable de visuellement voir son nom dans ma tête, mais il me revient J'ai pas. Mikhail Olovitch, mais non. Non, même pas. C'est un autre gars. Il est invité une fois, et puis c'est lui-même qui va faire des notes là-dessus, qui va nous relater l'incident. C'est que ce jour-là, il y a un nouveau jeu qui a été inventé. Mhm. Un jeu à boire qui consistait à deviner la température. Fallait deviner la température à l'extérieur. Il y avait un thermomètre, mais personne ne voyait le thermomètre. Fait que si tu te trompais, le nombre d'unités d'écart entre ce que tu avais deviné puis la température exacte correspondait au nombre de verres. Et là, je dis pas des shooters, de verres de vodka qu'il fallait que tu boives. Mhm. Évidemment, Staline faisait semblant. Soit il buvait du vin coupé avec de l'eau, soit il écoutait son docteur puis il buvait juste de l'eau. Mais les autres, non. Puis notre petit ami là, de la Yougoslavie dit qu'à un moment donné, Beria, lui, s'est trompé de 3 degrés. Fait qu'il a fallu qu'il boive 3 shooters. Mais l'affaire là-dedans, c'est que ça, là, c'est juste un des épisodes qui a lieu dans une de ces soirées-là. Ces soirées-là, elles arrivent pas une fois par semaine, mais plusieurs fois par semaine. Mhm. Et pendant des mois et même pendant des années. Toute la partie d'après la Deuxième Guerre mondiale, pour Staline, c'est dirigé depuis très loin, soit en Abkhazie, dans un de ses nombreux Mhm. chalets, soit dans sa résidence secondaire ou dans sa datcha. Et il prend soin de ses rosiers parce qu'il aime le jardinage. Et puis, il fait ses soirées qui sont absolument infernales, qu'il impose à ses amis du Politburo. Et puis, ça finit pas avec 2-3 verres. Ça finit pas avec un jeu à boire. Parce que là, lui, après ça, il se sent d'humeur à aller voir un film. Puis ça, on le voit dans La mort de Staline, Mhm. le fameux film d'Armando. C'est assez exact. Staline a fait construire une salle de cinéma. Oh oui. Puis dans la salle de cinéma, il y a une vingtaine de sièges. Entre les sièges, d'habitude, il y a une table sur laquelle il y a du brandy, de la vodka, du vin, des chocolats. Et puis, Staline aime commencer à faire jouer un film. Là, il est rendu minuit. Il est rendu minuit ou 1h du matin. Staline est de bonne humeur parce que
ça le met de bonne humeur, voir ses amis, ou plutôt ses collègues, je pense pas qu'il y ait des amis, se faire humilier les uns par les autres avec la participation active de Beria, jusqu'à être sous comme des bûches. Mais Staline n'a pas bu, lui. Lui, il est encore lucide, là. Ben, en tout cas, il a très peu bu, ou alors s'il a bu, ben, il a coupé ça avec pas mal plus d'eau. Il est en contrôle. Il est en contrôle. C'est C'est tellement un euphémisme. c'est ça, il est en contrôle de la situation, d'une certaine façon. Là. Ouais. Je pense pas, j'ai jamais vu ses amis vraiment le ramener dans son lit. Là, genre. Non. C'est pas mal tous les autres membres du Politburo qui vont quitter la dacha ben, sous comme des bûches, puis qui vont devoir passer toute la journée d'après à s'en remettre. Ce qui fait que quand on voit la scène de Mhm. Nikita Khrouchtchev qui se fait dire veux-tu venir à souper? Oh non! Ouais, ouais. Mais c'est ça. Là, Staline, lui, il aime ça voir des films et puis la beuverie continue à ce moment-là. C'est très difficile de refuser un toast quand Staline en fait un. Puis là, les films, c'est 2h30, 3h, 4h. Une fois que tu finis ça, il est rendu 4 à 5 heures du matin. Puis c'est quoi le pire? Tout le monde est sous, tout le monde est fatigué. Staline a tendance à terminer sa soirée, ou plutôt sa nuitée, en disant est-ce que quelqu'un a faim? On pourrait manger. Là, tout le monde veut partir, là. Tout le monde veut partir. Ouais, ils sont tous fatigués. Ils sont tous fatigués, sont tous au bout de leurs limites. Mhm. Puis le pire, c'est que ça arrive plusieurs fois par Oui. semaine. Je vais faire une petite parenthèse. Ben, Staline, c'était un gars qui vivait beaucoup de nuit, on peut le constater. Puis cet horaire de vie-là l'imposait aussi à son entourage. Fait que veut pas, ça devait être un mode de vie assez difficile pour, Mhm. surtout à un certain âge, de vivre de nuit puis d'avoir cette capacité-là. Tu sais. Ouais. Mais aussi, je pense que dans ces dernières années-là, ça démontre aussi un autre aspect de sa personnalité. Il y avait, tu sais, faire des bacchanales de même conséquents. Mhm. Il y a une forme de solitude là-dedans. Ouais. Tu sais, il veut pas, il est au sommet de tout, mais il y a un vide. Tu sais, faut Ben, pas il y a... oublier, sa femme, elle s'est suicidée. Ouais. Sa fille, elle le voit presque plus. Fait que bref, tout ça, là, tout son Mhm. entourage, tout le monde proche, il y a presque rien. Tu sais, Il est vieillissant. oui. Et puis, il a, il a perdu beaucoup d'intérêt pour la politique Mhm. intérieure, mais en plus, sa santé est déclinante. Ah Et oui. elle décline très rapidement. Mhm. Ça fait longtemps qu'il est malade. Il y a plusieurs problèmes. Il y a 2, 3 déformations qui datent de sa tendre enfance. Il y a des gros problèmes aux joints. Il fait de l'arthrite précoce. Je pense qu'il va faire aussi de l'artériosclérose. Il y a peut-être eu 2, 3 accidents cérébrovasculaires, mais c'est un peu Ouais, louche. puis je pense, si je me trompe pas, je peux. Mais je pense qu'il faisait aussi de la goutte à la fin, ainsi de Ouais, suite. ouais, Fait que, tu sais, il y avait je me d'autres souviens problèmes. d'avoir lu ça. Mhm. Puis, et puis là, bon, il y a le suicide de sa femme qui est arrivé il y a très longtemps, mais qui pèse de plus en plus avec le temps, parce que Staline, de temps en temps, a des espèces de sursauts de conscience, on dirait quasiment des espèces de petits moments d'éthique où est-ce qu'il dit j'ai peut-être mal fait quelque chose à un moment donné. Il y a Mhm. quelqu'un à un moment donné qui envoie littéralement à la mort, et puis il se rend compte que oups, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il va donner Mhm. genre un bouquet de fleurs à une personne qui s'apprêtait à se faire arrêter à un moment donné. Mais bon, c'est malheureusement des exceptions dans la règle. Il considère encore que tout le monde qui a du pouvoir est un danger pour lui. Mhm. C'est un dictateur seul au sommet de la tour qu'il a construit. Et puis, il s'enferme de plus en plus dans des espèces de conspirations auto-validantes. Une des choses qu'il va faire au seuil de la mort, dans les années 50, Mhm. ça on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est d'excommunier puis de faire exterminer finalement une bonne partie du, du groupe de docteurs Ah oui. bien qualifiés que l'Union soviétique a. Mhm. Mm. Puis ça n'aura pas lieu, là, d'une certaine façon, heureusement. Là. C'est parce qu'il va y avoir quand même un retour en arrière quand même, suite à sa mort. Ouais. Mais je veux dire, puis même après ça, on va le voir, l'appareil politique va avoir un relâchement, un relâche, parce que ça peut pas être supportable sur le long terme. Là. Non, comme Mhm. ces bacchanales le prouvent. C'est sûr que ben, ces soirées-là peuvent paraître euh, dans la grande histoire de la Russie comme étant somme toute une anecdote, mais ils représentent quand même quelque chose. Mhm. La toute-puissance de Staline, sa névrose, sa paranoïa, l'incapacité pour la future classe de dirigeants de dire non, Mhm.
Et puis, pendant plusieurs années, c'est la norme. Puis ces années-là sont des moments où est-ce que les gens les plus importants au sommet de la hiérarchie du pouvoir soviétique sont constamment en lendemain de veille. Ouais. Plusieurs des dirigeants soviétiques qui vont survivre à Staline vont devenir alcooliques durant les bacchanales organisées par Staline. Mhm. Ce ne sera pas le cas de Nicolas Khrouchtchev, ça va être le cas de quelques-uns, quelques autres personnes, mais l'Union soviétique dort debout, si on veut, pendant quelques années après ça. Ouais, puis ce qui est un peu ironique parce que l'Union soviétique, même la période de Lénine, Mhm. ils ont essayé de lutter contre Ben oui. le fléau de l'alcoolisme, hein. On s'entend que c'est un fléau qui affecte encore énormément la société russe, même aujourd'hui. Mhm. Puis il y a eu des rétractions un peu par rapport à ça, parce que veut pas, hein, les mesures qu'ils ont essayé d'établir pour l'économie, hein, avec la NEP, Ouais. par exemple, qui est La NEP, qui est la euh, nouvelle politique économique. c'est ça, la nouvelle politique économique, avait but de relancer une économie socialiste, mais le problème, quand ça a été mis en place, c'est qu'en faisant l'arrêt des ventes d'alcool, dont de la vodka, ben, c'était une perte énorme de revenus pour Mhm. l'État. Fait que là, essayer de lutter contre quelque chose qui est lucratif, hein. Mhm. On peut faire une comparaison au Québec en disant on va pas bannir la SQDC, ni Mhm. l'Auto-Québec, ni ça. Mais même si on sait que c'est néfaste, hein, l'alcool, ben, on va quand Ouais. même, ou d'autres types de consommation, c'est de l'argent. Puis Staline lui-même, c'est pas un gars qui est alcoolique, on le voit, mais Mhm. l'outil de l'alcool, on peut le voir que ça a été aussi un outil politique pour lui, parce que veut pas, hein, quelqu'un qui est un petit peu en Ouais. état d'ébriété, ça délie les langues, ça le permet de voir un peu le jeu, puis de jouer un peu à Ouais. ce genre de jeu dangereux comme tu mentionnes. Puis, tu sais, quand tu parles d'outils, c'est aussi un outil économique. Staline, c'est pas un idéaliste, c'est pas un théoricien. C'est un homme extrêmement pragmatique. Puis lui, sa connaissance se base surtout sur son expérience Mhm. de comment est-ce qu'il peut manipuler les gens autour de lui, ou en tout cas utiliser les forces et les faiblesses de tout un chacun. Ouais. Mais surtout, il est pragmatique. Il voit bien que la vodka, c'est ancré dans la génétique culturelle de la Russie. Puis d'ailleurs, dans bien des peuples, hein, on s'en cachera pas, là, l'alcool est vieux comme le monde. Bon, Les ouais. gens ont fait des boissons fermentées pour aussi longtemps qu'ils ont fait des choses en gang. Les plus grandes traces de fermentation d'alcool remontent à il y a à peu près 12 000 ans. Mhm. Puis Fait que, même, Staline vient de la Géorgie. ah ben oui. Puis la Géorgie, c'est un des premiers territoires où la viticulture existe, c'est-à-dire moins 8000 ans avant Jésus-Christ. Ça remonte depuis longtemps. Fait que ça fait longtemps que même de son territoire Mhm. natif, ce qui est l'alcool, là, déjà, existe, là, je veux dire. Oui, c'est exactement le cas. Le vin qu'on boit vient de Géorgie. Mhm. Je pense qu'on peut dire ça sans trop s'avancer, parce que c'est là que sont les plus vieilles preuves archéologiques. Mhm. Peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Mais pour en revenir à Staline, sa consommation d'alcool, ou plutôt sa, sa, sa vision politique du rôle de l'alcool, c'est pratique, contrairement à Lénine, qui est littéralement un idéaliste. Tu sais, Mhm. Lénine, là, on s'entend que c'est un théoricien, ensuite c'est un révolutionnaire, puis après ça, c'est un homme d'État. Ouais. Staline, c'est d'abord un pragmatique, ensuite un homme d'État, puis quand il le faut, c'est un révolutionnaire, puis après ça, il va théoriser. Parce que non seulement il faut qu'il soit un homme d'État, mais en plus, il y a une réalité géopolitique à gérer. Staline, contrairement à Lénine, ne veut pas faire la révolution mondiale. Contrairement à Trotsky. Ah, Pardon. ben, c'est juste vraiment pourquoi que dans la lutte de pouvoir, il y a eu deux camps. Trotsky a Mhm. été éliminé. Staline a établi le socialisme dans un seul pays au C'est lieu ça. d'une révolution internationale. On va comprendre que c'est ça qui est un peu différent, mais je pense que Staline a bien fait d'une certaine façon, Mhm. parce que ça ferait longtemps que les canons seraient bien plus vite braqués vers l'Union soviétique. Ouais. Mais ça reste un sujet à débat, là. On s'entend. Mais ça montre bien à quel point le rôle de l'alcool est divisif pour n'importe quelle personne qui dirige la Russie. Parce que d'un Ouais. côté, c'est vraiment une source de mortalité énorme. Puis, c'est aussi une source de revenus important. Sous Catherine II, sous Catherine la Grande, Ouais, oui. c'est 40% des revenus de l'État.
C'est énorme. Ah, carrément. Puis même l'annexion de la Crimée dans le giron de l'Empire russe à cette Mhm. époque-là, ça lui a ouvert justement un territoire facile à faire pousser, des vignes qui étaient de qualité, qui ont bien sûr le régime des Romanov, ils ont pu importer Mhm. du Cabernet Sauvignon de la France, ainsi de suite, Mhm. des raisins qui ont pu faire pousser là-bas, Merlot, Mhm. limite, mais ils ont pu faire des vins indigènes Mhm. dans cette région-là avant, qui était une Zaparogue cosaque. Donc, en arrière de Ah, ça. ouais, Mais c'est vrai. c'est quand on voit le territoire, l'expansion russe sous les Romanov, puis après ça, même sous soviétique, même les régions névragiques pour le contrôle de l'alcool, c'est des régions qui sont spécifiques. Quand on en regarde un peu l'ensemble de la Russie, on pense tout le temps à vodka. On n'imagine pas le vin qui a un rôle important, mais le Mhm. vin, c'est On fait vraiment pousser du vin en Russie? Beaucoup. pas pousser du vin, mais Voyons. Qu'est-ce que je dis là, moi? On fait pousser beaucoup de. Il y a beaucoup de raisins? Il y a beaucoup dans de les régions du viticulture? sud, Ben oui. justement, on n'y pense pas, mais la Crimée, c'est une région assez chaude l'été pour Mhm. faire les vignes. Les régions de la Géorgie autour de la mer Noire, c'est des régions qui sont même, on pourrait dire même des fois, un climat presque tropical dans certaines parties. Fait que c'est excellent pour les Mhm. vignes, pour les raisins. Fait que c'est ça qui est un peu particulier. Une autre boisson qui est populaire en Russie, le samogon, qui est Mhm. un genre de, en bon français, une baboche ou un alcool, un alambic fait maison, Ouais. mais qui peut être super bon. Ça aussi, j'ai As-tu quand même. déjà goûté à ça? Oui, oui, très bon. Ça peut des fois se trouver à LCBO. Je ne veux pas faire une publicité à eux, mais comme vous Trop comprenez, des fois, tard. ils amènent des produits un peu exotiques de d'autres pays. Le Samogon, j'avais acheté, c'était très dangereux parce que même cul sec, même pas froid, température pièce, pas de glace, ça se boit Tu veux dire que c'est facile à boire? très dangereux. Ça t'arrache pas la Pas, gorge? pas en tout. C'est Ça ça goûte qui. quoi? Ben lui, j'avais pris, ça goûtait un peu les framboises ou les fruits des champs. Fait que, Mais tu goûtes l'alcool. C'est sûr que tu goûtes à l'alcool. peine. À peine. Puis c'était quoi le pourcentage d'alcool? 40%. 40%, En tu goûtes fait, à il peine faut l'alcool. 42, 43. Fait qu'à peu près, ouais. Je comprends que c'est dangereux, oui. Mhm. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand l'alcool est trop bon. Mhm. Je pense que c'est une observation qui est valable à la fois pour les humains et pour les États, qui parfois peuvent dépendre de la taxation pour financer leur budget. Excellent point de chute pour notre podcast. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir à répéter. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton qui dit « On s'abonne ». Fait que faites-le. Abonnez-vous. Aimez-nous. Devenez nos amis. Puis là-dessus, ben, je vous dis à la prochaine chicane. Ciao, bye!